Salut tout le monde, Coach Sim aujourd'hui pour faire une vidéo reaction à un gars que j'ai regardé vraiment beaucoup quand j'ai commencé dans le coaching du nom de Jeff Cavaliere de athleanx.com. Il y a peut-être un paquet de monde qui savent c'est qui. Il y a peut-être personne qui sait c'est qui aussi, c'est vraiment pas grave. Je voulais faire une reaction à son contenu, un de ses contenus du moins, parce que c'est un gars que moi j'ai suivi beaucoup quand j'ai commencé, parce que c'est un physiothérapeute, c'est un ancien physiothérapeute des New York Mets, donc tu sais quand même, il a déjà été très haut placé dans sa profession, et depuis que c'est parti son channel sur YouTube, il est rendu très populaire. C'est un gars qui est en bonne shape, c'est un gars qui a des crédits, fait que c'est un gars qui est facile à croire, je trouve, puis c'est quelqu'un que j'ai moi-même retenu beaucoup de ses informations et mis en application dans mon coaching au début. Quand même avec succès. Je dis pas que tout ce qu'il fait, c'est de la merde aujourd'hui. Par contre, plus j'en ai appris vraiment spécifiquement en termes d'hypertrophie, de prise de masse musculaire, plus je me suis distancé de son contenu parce que je me rends compte que c'est pas nécessairement très accurate ce qu'il va dire. Gardez en tête que une grosse partie du contenu qu'il va faire est, oui, accès niveau prise de masse, mais il y a quand même toujours le volet PT en arrière, donc physiothérapeute, où est-ce qu'il veut aller chercher un contenu qui est un petit peu plus athlétique parce que c'est ça son background. Ceci dit, on va quand même clarifier quelques trucs ensemble aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il dit que je trouve qui ne font pas de sens. C'est pas nécessairement des choses qui vont vous faire du tort, mais je veux quand même clarifier quelques trucs. Fait qu'aujourd'hui, on a une belle petite vidéo de 6 raisons pourquoi vos biceps ne sont pas plus gros. Et il y a des affaires avec lesquelles je suis d'accord, il y a des affaires avec lesquelles je suis moins d'accord. Fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. I'd like you to try something very quickly for me that will tell me a lot about how effective your bicep training is right now. And it starts by just simply bending your elbow and squeezing your bicep as hard as you possibly can. And what I'm looking for here is a discomfort. That would be what we want. If you don't get it, then twist your wrist over a little bit more and turn it out and see if that elicits that cramping discomfort. If it still doesn't do it, then lift the elbow up just to about here, holding on to that twisted wrist and see if that elicits the discomfort. Now, whether or not you had the discomfort down here, or even up here, or not at all, tells me a lot about the way that you should be performing your bicep exercises. OK, je vais tout de suite faire une petite parenthèse. Le fait d'avoir un ressenti au niveau du bicep, en fait, au niveau de n'importe quel muscle, ça peut être quelque chose de pertinent. Le feedback sensoriel du Mind-Muscle Connection, ça peut être quelque chose de bien quand tu veux essayer de développer un muscle. Ceci dit, le fait de flex ton bicep le plus fort que tu peux comme ça, voir si tu ressens vraiment bien ton bicep, ou le fait de changer la position que tu vas placer ton bras, voir si tu le ressens un petit peu plus, tout ce que ça fait, c'est que tu le mets dans une position graduellement de plus en plus contractée, et plus un muscle est dans une position contractée, plus le ressenti est fort. Tout ce que ça fait, c'est de te démontrer que finalement, dans des positions différentes, le ressenti est le plus fort, mais même quelqu'un qui a un ressenti très bon, qui a déjà un très bon Mind-Muscle Connection, il va avoir le même effet. Tu devrais être capable de bien le sentir, même quand tu n'es pas nécessairement dans une position super contractée, mais c'est normal que tu le sentes progressivement de plus en plus fort quand tu t'en viens dans une position plus contractée. Essaye de faire, exemple, tu veux sentir ton quad. Essaye de juste plier ton genou le plus possible. Dis-moi si tu sens ton quad. Tu devrais pas le sentir bien, tu devrais sentir ton ischio. Barre ton genou le plus fort possible et lève ta jambe vraiment comme si tu étais dans une position de leg extension. Tu devrais sentir ton quad vraiment très fort. C'est juste la position de ton muscle qui a changé et donc le ressenti aussi. Ça veut pas dire que tu travailles mal ton muscle parce que tu es dans une position où est-ce que le Mind-Muscle Connection est un petit peu moins bon. Une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est d'associer le fait de Mind-Muscle Connection à j'ai automatiquement un excellent stimulus. Oui, c'est bien d'avoir un bon feedback puis de ressentir ton muscle, mais c'est pas parce que tu le ressens que automatiquement tu as un bon stimulus. Fait que juste faire attention à la nuance. Les gens souvent dépendent un petit peu trop d'un feeling. On va l'avancer un petit peu pour arriver à son premier point. Biggest ones that I see almost everybody make every single day. And it starts with not lifting the weight the right way. If you're doing this on a curl, you're not doing it right. It's because most of us simply focus on moving. OK, attends, on va faire une petite pause tout de suite, là. La manière qu'il faisait ses biceps, ses curls en ce moment, là, il n'y avait rien de fondamentalement mauvais. Il faisait peut-être une petite affaire rapidement, là, mais à part de ça, il n'y a rien de fondamentalement mauvais avec ça. Si vous avez regardé ça, puis la première affaire que vous vous êtes dit, c'est « je vois pas et où l'erreur », j'ai fait pareil. Moving from point A to point Z, not realizing that the real benefit of the exercise is learning how to hit every single letter in between. You need to slow every repetition down. And I don't care if that means you need to sacrifice some of the weight you're using on any of the curl exercises you're doing. 4 seconds up, 4 seconds down is a good place to start. You're actually recruiting more motor units to the exercise at hand, and more specifically, bicep motor units,
We're not just letting the other muscles or the other elbow flexors like the brachioradialis and brachialis do the job. You're learning how to OK, je vais l'arrêter là parce que ça m'a vraiment tilté. Le fait de ralentir ton mouvement sur la partie concentrique, donc quand tu retiens ta charge, de s'en aller dans la direction où est-ce qu'elle voudrait naturellement s'en aller. Donc dans ce cas-ci, dans le cas d'un curl, de la retenir à la descente. Peut être correct si c'est pas trop long comme excentrique. Les études sont plus ou moins claires là-dessus. Là, quelque part entre 2 et 8 secondes d'excentrique donnent des résultats qui sont relativement similaires. Ceci dit, spécifiquement pour le concentrique, donc la partie du mouvement où est-ce que ton muscle se contracte, donc dans le cas du curl, quand le dumbbell lève, le fait de ralentir cette portion du mouvement-là, c'est là que j'ai un problème parce que tu réduis non seulement considérablement la charge que tu vas lever, mais tu réduis aussi par le fait même le nombre d'unités motrices à haut seuil d'activation que tu vas recruter et c'est ces fibres-là qu'on veut essayer de travailler le plus parce que c'est elles qui ont le plus grand potentiel d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire. Lui, il a dit que c'était une méthode d'augmenter le recrutement d'unités motrices, ce qui est faux. Et on a des études pour démontrer que les gains qui viennent avec sont considérablement moindres aussi. Ça provient aussi un peu du fait que le vieux mythe de temps sous tension est encore considéré comme viable, une source viable d'information et de façon de mesurer si un entraînement va être efficace pour la prise de masse musculaire, ce qui n'est pas le cas. Et on peut le voir à travers, exemple, cette étude-là ici, qui avait regardé sur plusieurs semaines avec un tempo très lent, donc 10 secondes de concentrique, donc vraiment la montée pour le dumbbell, dans ce cas-ci, aurait été de 10 secondes et 4 secondes en descendant, versus plus de 2 secondes, et voir la différence qu'il y avait en termes de prise de masse musculaire. Ça a été fait sur un squat, un leg press et un leg extension, et on peut voir que malgré le fait que le temps sous tension était presque 5 fois plus élevé dans le tempo lent, les quads auraient développé de 39% par rapport au point de départ avec le tempo rapide versus seulement 11% avec le tempo lent. Donc, considérablement moins de gains avec un tempo lent. On peut le voir sur une autre étude ici qui avait regardé sur 10 semaines, encore une fois, tempo lent versus tempo rapide avec des exercices qui venaient travailler le corps au complet et on voit surtout des très grandes améliorations en termes de prise de force avec les tempos qui sont un peu plus rapides. Exemple, on peut voir le bench press, 34% de gain versus 11%. On peut le voir sur le lat pull down, 27% de gain versus 12%. Leg press, 33% versus 7%, etc. C'est comme ça pour pas mal tous les exercices. Donc, de dire que tu vas avoir un meilleur recrutement d'unités motrices et que tu vas avoir des meilleurs gains en ralentissant ton tempo, surtout spécifiquement en ralentissant le concentrique, c'est simplement faux. You're learning how to contract your way through the exercise, and by doing so, you get more effective repetitions every single one you do. If you're not doing any of this slow motion training right now, then I highly encourage you to implement at least 1 or 2 sets, and I promise you, you'll feel it better, and ultimately, you'll look better because of it. Ça revient encore un petit peu à ce que je disais en termes de mind-muscle connection égale stimulus efficace, qui est vraiment pas toujours le cas. Si vous voulez faire 1 ou 2 séries comme ça, juste pour ne serait-ce que améliorer puis travailler un petit peu votre mind-muscle connection, il n'y a vraiment aucun problème, mais je vous dirais, faites-le en début de workout avec vraiment moins de charge, juste pour ressentir votre muscle comme il faut. Après ça, embarquer dans vos vraies séries. Mais c'est pas quelque chose que vous devriez avoir besoin de faire tout le temps. Moi, c'est jamais quelque chose que je fais, c'est jamais quelque chose que je donne à mes clients non plus. C'est pas quelque chose que vous devriez avoir besoin de faire, passer le stade de débutant, parce que vous devriez déjà avoir un bon recrutement. Which brings me to mistake number 2, and since I've got you doing some demonstrations for me, I want you to do one more. This one's simple. This time, when you curl, I want you to keep your wrist straight with your fingers straight up and down. And I want you to feel that contraction I just talked about as you pull up. Now, contrast that with bending your wrist backwards. Even as you fix it from the top here, you should automatically feel a much stronger contraction. But I want you to do it as you curl up, you start to bend that wrist back. And if you don't get that cramping feeling before, you might actually start feeling it right away. Why is this happening? Ça revient encore à ce que je disais. Mind-muscle connection égale stimulus efficace, ce qui n'est pas toujours le cas. Tout ce que ça fait, c'est que quand tu fais un curl, où est-ce que tu viens fléchir ton coude comme ça, et que tu viens faire une légère extension du bras comme ça, c'est que tu enlèves les flexeurs de ton avant-bras de l'équation qui sont responsables de la flexion du poignet comme ça. Donc, ton biceps doit faire une plus grosse partie de la job. Ça a l'air d'une bonne chose dit comme ça, et ça peut potentiellement en être une. C'est juste vraiment pas un game changer parce que tu vas aussi devoir considérablement diminuer la charge que tu vas faire à cause de ça parce que tu n'auras pas la contribution. Tu n'auras pas la contribution, mais tu vas avoir une moins grande contribution des fléchisseurs au niveau de l'avant-bras. Fait que de faire tes curls avec une
une légère extension au niveau du poignet, ça peut t'aider à travailler encore une fois un petit peu ton mind-muscle connection, mais c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que tu vas passer de mini-bras à des super gros bras parce que ta charge va diminuer considérablement aussi par la suite. Peut-être que tu vas chercher un petit peu plus grosse charge en gardant une prise qui est un petit peu plus neutre, mais il va juste en avoir proportionnellement une un petit peu plus grande partie qui va être gérée par les fléchisseurs de ton avant-bras. Ça devrait revenir sensiblement au même, mais c'est pas le détail qui va faire une grosse différence, puis je trouve même pas que ça vaut la peine d'en parler, à part si tu as vraiment un mind-muscle connection de merde puis que tu veux le travailler un petit peu, sinon, c'est pas quelque chose qui va faire une grosse différence. Why is this happening? Because the extension of the wrist will help to take some of the forearm out of the exercise. And though that may not be that big a deal for people who want bigger forearms, I can guarantee you if you're trying to get bigger biceps, it's a problem. You focus too much on maintaining this stable wrist here, and that's causing you to take away some of the focus on just lifting the weight. As a physical therapist, I'm telling you right now, there's nothing wrong with allowing wrist extension as you lift the bar up. It's actually quite natural. If I was going to push against something, I'm going to do it with a slightly extended wrist because that's the strongest position of the wrist. So allowing yourself to get into a stronger wrist position is not going to all of a sudden disintegrate the bones in your wrist. Carry that bar in the middle portion of your palm right here, not in the distal portion of your fingers, and you'll not only have a more effective curl on every single repetition you do, but you'll actually have a more biomechanically correct curl. Mistake number 3 is actually a big one, and it's not really your fault because it's based on the advice you've been given, but it doesn't make it any less of a mistake, and you need to fix it. And then you've likely been told that, hey, look, it doesn't matter how many curls you do, just stick to a few basic ones. However, make sure you're doing enough of them because volume is what really drives bicep gains. No, it's not. As a matter of fact, I'd rather see you do far less sets of bicep training and focus more on the variation of the curl that you're doing because all curls are not the same. See, if I break out my old trusty muscle markers, I can show you exactly what I'm talking about. We know that if you look at the bottom half here of the bicep, I could actually basically find this little split right about here. And that I could trace right down, of course, go all the way up to the top. But this right here would be... OK, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ce qu'il dit à date n'est pas nécessairement faux dans le sens que oui, le court chef de ton bicep va être un petit peu plus à l'intérieur et le long chef va être un petit peu plus à l'extérieur. Le court chef qui va lui donner un petit peu plus le look comme plus large et le long chef qui va lui donner l'espèce de feeling de peak, de boss si on veut. Ça, jusque-là, ça va. Une affaire que je pense qui est importante à comprendre par contre, spécifiquement pour le long chef du bicep qui va donner l'espèce de feeling de peak, c'est qu'on n'a pas tous le même attachement au niveau du bicep. Donc, si, exemple, on regarde, moi, je vais prendre mon bras qui n'est pas tatoué, ça va être un petit peu plus facile. Si, exemple, on regarde moi, mon biceps s'attache relativement loin au niveau de mon coude. Ce qui veut dire que quand je vais flexer mon biceps, comme l'attache se fait beaucoup plus loin, le pic va être beaucoup moins grand. Versus, il y a des gens que leur biceps va s'attacher un bon 2 doigts facile avant leur coude. Ce qui veut dire que quand ils vont fléchir, le biceps va partir beaucoup plus proche de l'épaule et va donner un effet de pic beaucoup plus grand. Fait que c'est pas nécessairement une question que, oui, le long chef du biceps va donner un peu plus l'effet de pic. Ceci dit, t'auras beau travailler tes biceps autant que tu veux, si génétiquement ton attache est faite beaucoup plus loin, tu n'auras pas le même effet de pic que, exemple, Arnold, ou même lui. Jeff Cavalier a un excellent pic au niveau des biceps, mais il y a une attache, vous remarquerez, qui est vraiment beaucoup plus proche de l'épaule par rapport au coude. On s'entend, c'est quand même proche de son coude, mais quand même moins proche de son coude que, exemple, moi. And what this is responsible for, you can see, is the width of the arm when looked at from the front. Of course, with the brachialis too, but it's that overhang that comes in this direction that the short head of the biceps is responsible for. And then we could take the red marker and basically fill in the blanks with everything around that's left. And you'll see that this, which we call the long head, is responsible more for the height, right? The peak of the biceps, whether I look at it from... On va lui donner niveau anatomie, c'est de quoi qu'il parle quand même, là, ça c'est vrai. And if I look at it from this side here, it provides quite a big peak when looked at from behind. Well, it's not necessarily what's going on in the front side that should be of interest to you. It's what's going on inside the shoulder joint that really makes the difference between the exercise choices here, because the attachments matter. The short head of the bicep, the one over here, attaches lower down to the scapula, but at a lower point, the coracoid process. Whereas the long head of the bicep attaches further, actually crosses the shoulder joint and attaches to the top of that joint. Well, what's the difference?
The one that crosses the shoulder joint actually has an impact on the exercises you do, because if you place that shoulder into extension, you'll get greater stretch, which can help to recruit more muscle fibers to the exercise, so stronger contractions. So making sure that not all of your bicep workouts are focused on either one type or the other, but including both. And again, you can do fewer sets if you've got more of that representation. C'est là que j'ai un problème avec ça. De façon générale, je vais avoir tendance à être d'accord avec ce qu'il disait au début qu'on avait tendance à se faire dire. C'est pas nécessaire d'avoir une ultra grande variété d'exercices tant que tu t'assures que tu progresses dans ces exercices-là. On n'est pas obligé d'avoir 26 000 exercices différents, même que j'aurais tendance à dire que d'avoir trop de variété va probablement plus nuire à tes gains que d'autres choses. Ce qui est important, c'est de voir une surcharge progressive et c'est super difficile de progressivement surcharger ces exercices quand tu en fais toujours des différents. Parce que comment tu veux progresser dans tes exercices si tu les refais jamais? J'aurais tendance à dire que d'avoir une sélection d'exercices moins grande serait probablement plus bénéfique. Habituellement, j'ai tendance à en avoir peut-être 5-6 par groupe musculaire. Habituellement, maximum, à moins d'avoir vraiment quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la variété. Ceci dit, d'aller chercher une très grande variété d'exercices va probablement plus être négatif que bénéfique. Ceci dit, de varier les profils de résistance, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je suis pas d'accord avec le fait qu'un profil de résistance, exemple avec les bras derrière le corps versus avec les bras devant le corps, va préférablement travailler un chef ou l'autre du bicep parce que la réalité, c'est qu'on n'a juste aucune étude pour le démontrer. À date, les études qui regardent les entraînements de biceps ne voient vraiment aucune différence, non seulement en termes d'activation, mais en termes de développement d'un chef versus l'autre au niveau du bicep parce que un a beau s'attacher légèrement plus haut que l'autre, ils ont exactement les mêmes fonctions quand même. Autant que les vases différents du quad, ils ont des attachements un peu différents, mais les quatre ont quand même la même fonction, à l'exception du droit fémoral qui fait aussi la flexion de la hanche, mais sinon, les vases du quad font juste l'extension du genou. Ils font toutes la même chose et ont donc les mêmes fonctions. Ils sont donc travaillés de façon très, très similaire. C'est le même principe pour les biceps. Les deux, que ce soit le court chef ou le long chef, ils ont beau pas nécessairement avoir exactement les mêmes attaches, ils ont quand même les mêmes fonctions et peu importe comment tu vas te placer, il n'y en a pas un qui va être vraiment plus sollicité que l'autre. Another guideline for you could be this, and it's very simple. What you see is what you train. So if you look in the mirror and you're seeing the inside portion or the short head of the biceps by doing exercises like a no money curl, for instance, you're going to be training a little bit more of the short head of the biceps. Whereas if you have your arms turned in a little bit more with an exercise like the waiter curl or even with a drag curl, you're going to see that the long head is more visible to you from the front. Encore une fois, on n'a absolument aucune étude pour backer ça. Le fait de voir le muscle que tu entraînes va faire en sorte que tu vas un peu plus mettre l'emphase sur lui. On n'a rien pour backer ça. Tu vas entraîner tes biceps ensemble en entier, peu importe comment tu te places, que ce soit en avant, en arrière, de côté ou vers l'intérieur. Long chef, court chef vont travailler pas mal de la même manière. Broaden the variety a little bit, and I promise you, you're going to get better results. Now, can we talk about mistake number 4? And that is falling in love with the wrong magic exercise, because there is none. As a matter of fact, ça, c'est vrai. Je vais lui donner du mérite où est-ce qu'il y en a quand même. Il n'y a aucun exercice magique. Il faut arrêter de prétendre qu'un exercice, 2, 3, peu importe, que certains exercices sont magiques et qu'il faut absolument tout le temps les faire. Oui, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres, mais il n'y a pas un exercice magique qui va faire en sorte que tu vas tout exploser puis que tu vas devenir Arnold. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Though I just talked about the benefits of an incline curl for adding stretch to an exercise, can we stop falling in love with stretch-only exercises? Because it's only one small piece of the puzzle, and ignoring all the other factors that contribute to a good exercise is really a big problem. Hell, I just told you how you need to mix the exercises up to focus more on long head and short head variability. Well, focusing on just a stretch exercise would kind of eliminate a lot of the short head focused exercises. Not a good thing. OK, là, il revient encore à son dernier point avec lequel j'étais déjà pas d'accord. Fait que je vais lui donner partiellement raison là-dessus dans le sens où je suis pas un fan des gens qui focusent exclusivement sur les positions étirées. Il y a comme une espèce de gros buzz en ce moment dans le monde du fitness où est-ce qu'il faut que tout soit travaillé en position étirée. Il y a des instances où est-ce que ça peut être bénéfique, il y a des instances où est-ce que ce l'est soit moins ou pas du tout. Par contre, au niveau des biceps, on a des études qui ont regardé des positions un peu plus étirées versus des positions qui sont un petit peu plus contractées et qui ont remarqué que les positions, c'est pas autant une question d'être dans une position étirée, c'est plus une question de s'assurer que le muscle est challengé dans la partie du mouvement où est-ce qu'il va être un peu plus étiré. Fait qu'exemple, on a une étude juste ici qui avait regardé la différence entre un incline dumbbell curl, donc être incliné
sur ton banc avec les dumbbells versus un preacher curl. Donc, le preacher curl, vraiment avec le coude à côté sur un banc, toujours avec barre ou dumbbell que tu vas descendre comme ça. Si on regarde purement anatomiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau du biceps, un incline curl, où est-ce que ton bras est derrière toi, va être dans une position beaucoup plus étirée qu'un preacher curl, où est-ce que ton bras est devant toi. Par contre, le profil de résistance n'est pas le même parce que dans le incline curl, dans le bas du mouvement, où est-ce que ton biceps est le plus étiré, tu n'as aucune résistance parce que ton poids il est complètement aligné avec la tension. La tension la plus élevée va être dans la partie du mouvement où est-ce que ton biceps est quasiment pleinement contracté. Versus le preacher curl, où est-ce que c'est l'inverse. Ton biceps est dans une position qui est plus contractée. Mais le plus tough du mouvement, la partie où la résistance est le plus grand, le bras de résistance est le plus grand, c'est dans le bas du mouvement où est-ce que ton biceps est contracté. Et cette étude-là aurait démontré que le preacher curl avait nettement des meilleurs gains en termes d'hypertrophie que le incline dumbbell curl. Parce que le muscle est challengé dans sa position où est-ce qu'il est plus étiré. C'est pas juste une question de le positionner dans une position étirée ou contractée, c'est une question de challenger la partie du mouvement qui est la plus étirée avec un plus grand profil de résistance. Donc, dans ce cas-ci, le incline dumbbell curl n'est pas nécessairement mauvais, mais si tu le compares, exemple, à un preacher curl qui est dans une position plus contractée, mais où le profil de résistance met plus l'emphase sur la partie étirée, on voit des meilleurs résultats. Et là, je fais juste un bémol parce qu'il y a des gens qui entendent ça et qui vont dire « Ah, ben c'est ça, mais finalement, aller travailler tes muscles dans des positions étirées, c'est plus bénéfique. » Oui, pour le biceps. Et pour certains muscles aussi, mais ce n'est pas le cas pour tous les muscles, ce n'est pas le cas tout le temps. Alors, il ne faut juste pas faire de généralisation avec ça. Par contre, dans le cas du biceps, comme son bras de levier interne, donc à quel point il est capable de produire de la force à différentes parties du mouvement, est beaucoup plus grande de la position étirée jusqu'à environ 90 degrés de flexion au niveau du coude. C'est là qu'il va être capable de produire le plus de force et donc c'est là qu'il va avoir le plus grand potentiel de gain. Donc, challenger le biceps dans une position qui va être un petit peu plus étirée va être super bénéfique. Fait que je ne suis pas en train de dire tomber en amour avec le preacher curl, faites juste le preacher curl, quoique c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais faites juste pas l'erreur de tomber en amour avec juste un exercice. Je suis d'accord avec Jeff là-dessus. Mais dans le cas du biceps spécifiquement, ça va être bien de le challenger dans des positions qui sont un petit peu plus étirées. Et encore une fois, pas juste le muscle dans une position étirée, mais vraiment dans un profil de résistance où le muscle va être challengé dans la position où est-ce qu'il va être le plus étiré à ce moment-là. If I gave you only one curl to do for the rest of your life, and it's the only one you can do, would you truly choose an incline dumbbell curl? And be honest, probably not. Because what you should be choosing is still a heavy barbell curl with a good eccentric focus. What I mean is a good cheat curl with a slow eccentric on the way down. Why? Because OK, encore une fois, ça, je me souvenais même pas qu'il parlait de ça, fait que ça va être bon qu'on le ramène. Le fait de cheater le concentrique, donc te donner une swing pour monter et de concentrer juste sur la descente, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est pas nécessairement une bonne chose non plus. Si on regarde le fait de juste faire des excentriques, tu produis beaucoup moins de force. En fait, tu produis beaucoup plus de force en position en partie excentrique parce que tu es beaucoup plus fort. Donc, ton recrutement d'unités motrices est beaucoup moins élevé. Et donc, ton potentiel de gain aussi. Fait qu'on veut vraiment se concentrer sur la partie concentrique. Et ça, il y a des études qui ont regardé ça, où est-ce que exclusivement des concentriques versus exclusivement des concentriques, les gains sont relativement similaires. Par contre, les entraînements exclusivement concentriques produisent moins de dommages musculaires, donc sont plus faciles à récupérer. Fait que je vous dirais, concentrez-vous vraiment sur le concentrique, swingez pas vos poids. Oui, tu sais, ayez un excentrique contrôlé, mais on veut pas commencer à faire juste swinger pour après ça contrôler tranquillement en descendant. And that brings us to mistake number 5 of 6 in a bonus, and that is always doing your curls both arms at a time. Because when we do this, we actually create a little bit of a problem in terms of overloading and addressing muscle imbalances. If you were to do a typical barbell curl, because the hands are tethered together by holding the barbell itself, you don't really know whether one arm is weaker than the other. Because even if it's just a little bit, maybe 5 or 10% of a discrepancy, the one stronger arm is going to be enough to carry you through and keep that bar level so you don't really see the difference. But you still want to address them. But the other thing is you're introducing a secondary demand that could be undercutting your bicep performance, and that is a weak core. When you curl the bar at once, let's say you're curling 95 pounds. That's 95 pounds that your body has to stabilize because it's moving you in that direction. So the only way to do that is by having a strong core that can keep you upright. If I instead lift dumbbells,
I can take half the weight, 40 or 45 pounds in each hand, and now I only have to control 45 pounds moving in that direction. Ce point-là, c'est probablement celui avec lequel je suis le plus d'accord de tout ce qu'il a dit à date. Fait que oui, le fait d'entraîner les deux bras en même temps, tout le temps, peut faire en sorte que vous créez un certain niveau de débalancement en termes de développement au niveau de vos deux bras. Fait que s'il y a un bras qui est un petit peu plus fort que l'autre et que vous avez tendance à toujours faire les deux en même temps, le bras qui est un petit peu plus fort risque de continuellement être un petit peu plus fort. Alors, faire des entraînements unilatérales de temps en temps, ça peut être quelque chose de super pertinent. Son deuxième point, où est-ce que, spécifiquement, plus au niveau du barbell curl ou même du dumbbell curl, si on les faisait les deux en même temps, mais toujours debout, ça ajoute un élément de weak core, donc de ceinture abdominale un petit peu plus faible. Parce que si on prend son exemple à 95 livres de curl, quand on arrive à 90 degrés ici, on a quand même 95 livres qui nous tirent par l'avant, qui va nous demander un peu plus de force au niveau du corps. C'est de l'énergie qu'on n'aurait normalement pas besoin de dépenser dans notre exercice, qui est, entre guillemets, gaspillée juste pour nous garder stable. Fait que le fait de faire les exercices un côté à la fois, style un dumbbell curl alterné comme il faisait après, fait en sorte que la demande au niveau du corps est beaucoup moins grande et fait en sorte que tu peux concentrer beaucoup plus de ton énergie spécifiquement au niveau de tes biceps. Fait qu'on y va un côté à la fois, la demande est beaucoup moins grande, on alterne, et ça va être plus facile de mettre une grande partie de la résistance et de la tension dans tes biceps, un peu moins dans ton corps. Ça, je suis 100% d'accord avec lui là-dessus. Mistake number 6 of 6, and now a bonus, is forgetting to take the opportunity to overload supination when you curl. And this is most impactful on your bicep, banded, and cable exercises. And the reason is very simple. Because the supination is the main differentiator between the biceps and those two other flexors of the elbow, the brachialis and the brachioradialis. If you actually include supination, but not just do that, overload it, you're going to get better results from your biceps training. So this is what I'm talking about. When I go and lift the dumbbell up, a lot of us will actually just pre-supinate. We get in this position right here, and we just lift it up like this, and we curl it in this supinated position. But we're missing an opportunity to overload supination. And all I have to do that is just slide my grip from the middle of the dumbbell to the far end of the dumbbell. If I grab it right up against the end here and hold it like that, the tilting of the dumbbell is naturally occurring because the weight wants to fall this way. It's like a seesaw. If I have the weight down, I have to lift it up this way by actively supinating. So if I go back now to doing my traditional curls with this in this position here, as I lift, I have to overload supination. If I can overload supination and flexion at the same time, then I can get a better exercise. And again, it's not limited to just the dumbbell exercises. Ouais, encore une fois, ça, c'est le bout où je suis pas vraiment d'accord dans le sens où ça fera pas vraiment une grosse différence. Oui, c'est vrai que la supination au niveau des biceps, c'est ce qui différencie les biceps du reste des fléchisseurs au niveau du coude, fait que ce soit le brachioradial et ou le brachial. Ceci dit, le fait de mettre l'emphase un petit peu plus sur l'effet de supination fera vraiment pas une grosse différence. C'est ce qu'on appelle du offset curl. Fait comme il dit, tu viens tenir ton dumbbell, exemple, vraiment à l'extrémité extérieure pour que le dumbbell ait tendance à vouloir tomber vers l'intérieur, ce qui te force un peu plus à faire une supination comme ça. Ça va peut-être faire une différence au niveau du ressenti parce que tu vas mettre un petit peu plus l'emphase consciente de venir tirer vraiment ton petit doigt vers le haut, mais c'est pas ça qui va faire une énorme différence en termes de recrutement. Dans tous les cas, à partir du moment où tu es en supination, le bicep est en avantage mécanique sur le reste des fléchisseurs du coude, fait que ça fera pas une énorme différence. Je connais personne qui a explosé ses biceps juste par le fait de faire du offset curl. Là. Okay, what can I do that's going to make my bicep workouts much more effective? OK, des trucs. Since we know that, yes, the variation in curls is important, the biomechanics of the curl are pretty much the same. So where we get a lot of the stimulus for growth is how we do the exercises we do. And the first thing I recommend is something we call sliced reps. It's very different than something you've ever done if you haven't tried them. And what we do is we take a weight we can do for about 15 reps on the curl. And instead of just dropping them all the way down, we just drop it 1/9 of the way. Because what we're trying to do is divide this rep into 9 different pieces. Now I bring them back up to the top, and this time I divide it into 8 pieces in the same way. And the next time I divide it into... OK, ça, c'est probablement une des pires techniques que j'ai vues. Non seulement parce que si on retourne où est-ce qu'on était à ce qu'on disait avant, qu'est-ce que j'ai dit? Les biceps ont tendance à répondre vraiment beaucoup, surtout dans les positions où est-ce que la partie un peu plus étirée est un peu plus challengée et répondent un peu moins quand la partie où la résistance est la plus grande est dans la partie la plus contractée. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est overloader spécifiquement la partie au top où est-ce que le bicep produit un peu moins de force versus en bas, sans mentionner le fait qu'on ajoute
beaucoup de volume, beaucoup d'accumulation de métabolites, probablement du dommage musculaire par-dessus ça, qui vont juste impacter négativement ta récupération et qui vont ralentir tes progrès. Tu n'as pas besoin de faire ça, sans mentionner le fait que d'y aller avec des techniques comme ça fait juste en sorte que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher une surcharge progressive. Viens me dire qu'en faisant autant de volume que ça, tu es capable d'augmenter tes charges un petit peu à toutes les semaines ou de faire un petit peu plus de reps. Tu vas pas nécessairement arrêter parce que tu n'es plus capable, tu vas arrêter parce que ça chauffe et tu es fucking écœuré de le faire. Fait que faites juste. Je vais vous les donner, mes trucs à moi pour essayer d'améliorer vos trainings de biceps le plus possible. Choisissez 4, 5, 6 exercices top sur lesquels vous êtes confortable, sur lesquels vous êtes stable, sur lesquels vous ressentez bien vos biceps et progressivement, essayez d'aller chercher une surcharge progressive à toutes les semaines. Ça peut être d'ajouter une livre, ça peut être d'ajouter une rep, mais essayez à toutes les semaines d'aller chercher un petit gain là-dessus. Oubliez la méga variété d'exercices. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à progresser. Si vous changez constamment vos exercices, il n'y aura aucune adaptation qui va avoir le temps de se faire. Restez dans une sélection d'exercices plus simple, restez sur des exercices qui sont plus stables, comme un preacher curl, parce que ça va éviter que la raison pour laquelle vous êtes plus capable, c'est parce que vous avez juste plus d'énergie à dépenser, juste à essayer de vous retenir. Exemple avec un barbell curl, qui est un bon exercice, mais qui peut quand même augmenter la demande en termes du core, donc diminuer la tension que vous êtes capable d'appliquer au niveau du biceps. Et à toutes les semaines, essayez d'aller chercher un petit gain de plus. Un petit peu plus de charge, un petit peu plus de reps de semaine en semaine. Et évitez les techniques d'intensité aussi volumineuses que ça. Des techniques d'intensité comme un drop set, comme un rest pause ou comme des myo sets que j'aime beaucoup, ça peut être pertinent, mais ça ne sera jamais supérieur à une simple surcharge progressive où est-ce qu'on se pousse à l'échec musculaire. Un échec musculaire, entre guillemets, standard, où est-ce qu'on est juste simplement plus capable de faire une rep additionnelle, versus une technique d'intensité n'a aucun bénéfice additionnel. Les deux offrent les mêmes gains en termes de prise de masse musculaire. La seule chose, c'est que les techniques d'intensité peuvent potentiellement vous permettre de sauver un petit peu de temps, tant que c'est bien fait. Des techniques comme lui fait, c'est beaucoup de volume pour vraiment pas vraiment de résultats de plus, même que surtout dans son cas à lui, il le faisait où est-ce qu'il surchargeait la partie où le biceps est capable de produire le moins de force. Fait que gardez vos entraînements simples. Quelques exercices, pas 1000, sur lesquels vous êtes stable, confortable et sur lesquels vous êtes capable de progresser graduellement à toutes les semaines. Puis vous devriez avoir des bons résultats avec ça. Fait que j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as appris quelque chose. Si oui, laisse un commentaire. Si jamais tu voulais que je regarde des affaires spécifiques sur lesquelles tu aimerais avoir mon opinion, tu aimerais avoir des réactions, laisse-moi le savoir aussi. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'informations, puis on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt.